Tu sais que Winston Churchill était un dépressif. Ouais. Ouais. Puis il y a plusieurs gens, des personnes célèbres qui soient maladies Oui, tout à bipolaires ou qui fait. ont fait des dépressions à répétition. Oui, Là. tout à fait, tout Ah à oui, fait. Churchill, il a fait. Il y avait une Il maladie appelait ça récurrente. Là, je pense. le chien noir, lui. Ouais, Le Black Dog. le Black Fait Dog, que, ouais. Bienvenue à La santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du balado La santé au-delà des mots. Cette semaine, mon invité est Dr Marie-Frédérique Allard, qui est psychiatre spécialisée en psychiatrie légale. Vous avez eu le loisir de l'entendre lors d'un épisode récent concernant certains troubles de personnalité de type antisocial, psychopathie et autres. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Marie-Frédérique au sujet d'une maladie très commune qui frappe les gens dans notre entourage sur une base régulière. Il s'agit des troubles associés à la dépression. Bonne écoute. Marie-Frédérique, bonsoir. Bonsoir. Deuxième visite, alors tu as été tellement populaire qu'à la demande générale, je te réinvite. Il faut croire, mais ça me fait bien plaisir. Alors, dans le premier épisode ou ta première visite, on avait parlé peut-être plus des personnalités antisociales ou en relation peut-être avec Vladimir Poutine. Puis, Oui. j'avais depuis un certain temps envie de faire un épisode plus sur la dépression, là, parce que c'est peut-être une maladie plus fréquente là, ou tout au moins plus commune. Puis on avait parlé un peu dans le premier épisode également du fait que la maladie psychiatrique, c'est un peu tabou, hein, c'est ça que tu m'avais confié. Donc, c'est le but de l'objectif ce soir. Donc, j'ai fait des petites recherches et la dépression, ça vient du latin deprimere, qui veut dire se décourager. Alors, c'est quand même beaucoup plus que cela. Alors, pour une psychiatre, qu'est-ce que la dépression par rapport au burn-out, l'épuisement professionnel? Donc, si tu décortiquais ça pour nous un peu. Oui, si on décortiquait ça, je pense qu'il y a réellement une différence. Le burn-out, on l'attribue, c'est intimement relié au travail, puis on appelle ça l'épuisement professionnel aussi. Okay. Le burn-out, c'est pas encore une maladie professionnelle reconnue. Fait que comme médecin, quand on rencontre des patients qui sont en burn-out, souvent, soit qu'on va écrire trouble d'adaptation ou dépression. Okay. Mais on peut dire que c'est quand même dans la même toute la même catégorie des troubles affectifs. Dans les troubles affectifs, on a la dépression, qui peut être la dépression unipolaire, donc les gens qui vont faire juste, c'est parce que c'est souffrant de dépression, mais qui vont faire des épisodes dépressifs. Il y a des gens aussi qui vont avoir la maladie bipolaire ou qui vont avoir, dépendamment du type, dépression avec des manies ou des hypomanies. Puis aussi, on a tout le spectre autour de ça, avec des gens qui vont avoir des cyclothymie, qui vont soit avoir des épisodes qui ça atteindra pas l'intensité d'une dépression majeure, mais qui vont avoir quand même des symptômes dépressifs, comme ils peuvent avoir des symptômes d'hypomanie. Puis on a la dysthymie, où on appelle ça plus la dépression chronique là, dans le langage populaire, des gens qui restent presque tout le temps tristes, là, la majorité du temps, mais qui vont demeurer quand même assez, disons, fonctionnels. OK, mais la différence, là, tu dis le burn-out, c'est l'épuisement professionnel. Mais quelle est la différence entre ça puis une dépression au niveau des symptômes? C'est des symptômes qui sont tout à fait similaires. Okay. Donc, on va retrouver, on peut avoir tout ce au niveau
psychosomatiques. Donc, il peut avoir une perte d'appétit, une perte de sommeil, de l'anxiété, il peut avoir des douleurs aussi, ou une exacerbation des douleurs qui étaient déjà présentes. On peut avoir de la tristesse, une perte d'intérêt. Là, je te nomme les symptômes qui sont communs, là, mais c'est ça, tristesse, perte d'intérêt, des difficultés de concentration, une perte de plaisir. Mais ce qui va un peu caractériser le burn-out versus la dépression majeure, c'est que dans le burn-out, le fonctionnement va être amélioré lorsque les gens sont à l'extérieur du travail. OK. Donc, le fonctionnement va être meilleur à la maison, puis ils peuvent là reprendre le goût de leurs activités ou avoir du plaisir à la maison. Mais c'est principalement relié au travail. Puis, il y a différents facteurs aussi qui sont reliés au travail qui vont nous mener au burn-out. Tandis que la dépression, il y a une partie, on va en parler probablement tout à l'heure, mais tu sais, c'est une maladie qui est neurobiologique, qui est aussi reliée aux facteurs. Mais quand on est en dépression majeure, on fonctionne pas au travail. On a de la difficulté à fonctionner au travail, mais on a aussi de la difficulté à fonctionner ailleurs dans les autres sphères de notre vie. Le travailleur là, qui fait un burn-out, ça veut dire, quand tu dis qu'à la maison, il va être fonctionnel, à 4h30 ou 5h le soir, il va arriver à la maison, il va être bien jusqu'à son retour au travail, ou il faut quand même le sortir du travail un certain temps pour qu'il soit bien à la maison? Oui, c'est parce qu'il va être plus fonctionnel, mais il va pas être totalement fonctionnel parce que ça va quand même le suivre, mettons, les malaises qu'il a au travail, ça peut envahir d'autres sphères de sa vie puis le faire en sorte que la personne est préoccupée à la maison puis qu'elle pense tout le temps à ça, puis qu'elle dort pas bien, puis qu'elle mange pas bien. Il va avoir ça. Mais on peut dire que si on le sort du milieu, ça va être un des traitements. Ça va améliorer quand même son fonctionnement puis son humeur puis les autres symptômes. Parce que le stress principal, c'est relié au travail. OK. Puis qu'est-ce qui nous amène à un burn-out aussi? Il y a plusieurs éléments, encore souvent reliés au travail. Donc, ça peut être parce que nos compétences sont pas adaptées au travail qu'on fait. Ça va nous en demander trop, ou bien on n'a pas de contrôle dans notre milieu de travail. Donc, on nous en demande trop pour qu'on se sent un peu en perte de contrôle. Okay. Il y a des gens aussi qui s'épuisent à travailler trop d'heures. T'sais, on a beau faire un travail qu'on se sent qu'on a les compétences, mais si on se met à travailler 100 heures par semaine pendant des mois et des mois, à un moment donné, le corps va plus suivre. Le corps et la tête ne vont plus suivre. Tout à fait. Fait qu'on peut avoir un trop nombre d'heures. Des fois, les pressions financières aussi, les gens qui travaillent, qui ont 2 jobs, 3 jobs pour arriver, qui enseignent le jour, qui font du taxi le soir, puis que, je sais pas, ils ont une autre tâche, la fin de semaine, aussi, ils vont arriver à un épuisement. Il peut y avoir d'autres facteurs reliés, mettons, aux relations interpersonnelles dans le travail. L'harcèlement, ça peut être une cause de burn-out. Un mauvais climat de travail, de pas se sentir apprécié, adapté. Mais tu sais, le burn-out, c'est l'épuisement professionnel, c'est relié au travail. La dépression, c'est... Oui. Non, vas-y. Mais la dépression, tu sais, je veux dire, oui, la dépression peut être reliée à toutes sortes de stresseurs, mais c'est moins caractéristique des stresseurs du travail. Mais on peut dire, parce qu'une des complications du burn-out, ça peut être la dépression majeure. OK. Puis le burn-out peut se compliquer de d'autres pathologies, mais entre autres, tu sais, dans le burn-out, si ça s'aggrave, si ça continue, puis si on s'en occupe pas, mais là, on va généraliser, puis on peut tomber en dépression. Là, ça va impliquer d'autres complications. OK. Mais tu disais tout à l'heure que le burn-out n'est pas reconnu comme une maladie professionnelle ou n'est pas reconnu comme un diagnostic tout court, disons, là, pour le travailleur, ça a un impact, j'imagine? Oui, ça a un impact. Mais tu sais, comme si on prend le DSM, on n'a pas le burn-out. OK. On va choisir une dépression majeure, on va dire est-ce que c'est un trouble d'adaptation au travail. Avant, on parlait des fois de syndrome anxio-dépressif, mais on n'a pas ce diagnostic-là comme tel dans le DSM. OK. Puis, si on parle aussi, là, je suis peut-être moins familière avec ce genre d'expertise-là, mais mettons CNSST ou d'autres, le tribunal administratif du travail, c'est pas reconnu. Tu sais, on va mettre d'autres diagnostics aussi. On va parler plus de dépression ou de troubles d'adaptation. Qui peut avoir un impact peut-être quand même négatif pour le travailleur parce que
Ça peut être stigmatisant un peu aussi dans un dossier médical ou... Tout à fait. Mais je pense que tout diagnostic en santé mentale, c'est une des craintes là, des gens qu'on rencontre de dire, ben là, moi, je veux pas être arrêté pour une dépression, je veux pas être arrêté. Je pense que maintenant, c'est plus accepté. Puis je pense que la pandémie a facilité cette acceptation-là parce que mettons, on prend les travailleurs dans le milieu de la santé. Mais je pense que des gens qui ont travaillé énormément, il y a eu plein de il y avait plein d'absences, fait que les gens se sont mis à travailler, puis il y en a plein de burn-out. Là. Je pense qu'on le croise régulièrement. Okay. Mais il y a des gens, qui veulent pas nécessairement avoir ce diagnostic-là dans leur dossier ou pour leur compagnie d'assurance. Oui, c'est ça. Et le patient qui fait un burn-out, tu vas quand même le traiter médicalement ou tu vas simplement recommander un retrait du travail ou... Ben, je pense qu'il y a plusieurs approches. Puis ça va dépendre aussi c'est quoi les symptômes. Si on se retrouve face à quelqu'un qui devient très, très anxieux, mm-hmm. Puis qui est plus fonctionnel, ben je pense qu'il va falloir qui a exacerbé, parce que ça peut aussi, le burn-out peut exacerber si on avait une personnalité anxieuse ou si on avait déjà eu un TOC ou si on avait des attaques de panique. Bon, ça peut exacerber une pathologie qu'on a. Okay. Ça peut exacerber aussi des pathologies physiques, hein, si on a des douleurs chroniques ou si on a une maladie de Crohn ou si on a une autre condition chronique. Mm-hmm. Le burn-out peut aussi exacerber une condition physique qui est déjà préexistante. Okay. Fait que je pense qu'on va y aller, il y a, selon la présentation clinique, mais on va aussi traiter le burn-out par des antidépresseurs. OK. J'avais comme parfois l'image de la dépression comme étant un verre d'eau qui se remplit lentement, puis qu'à un moment donné, il se met à déborder par rapport au verre d'eau qui est juste plein puis qui se renverse tout d'un coup. Alors, la dépression, tu dirais que ça peut être les deux ou l'image que ça évoque chez toi, c'est plus une image que l'autre? Ben, je te dirais que souvent, c'est une accumulation. On voit les gens, parce que, mettons, si on prend l'hypothèse de la dépression, ce qui pourrait expliquer la dépression. C'est assez compliqué, la dépression. Je t'ai dit tout à l'heure que tu m'avais fait travailler parce que d'expliquer c'est qu'est-ce qui nous amène à une dépression, puis il y a plusieurs hypothèses aussi biologiques. Mm-hmm. Mais je pense que le plus simple, c'est de penser aussi sur une interaction gène-environnement. OK. On peut avoir notre propre fragilité pour différentes raisons, parce qu'on a subi des traumatismes dans l'enfance, des stresseurs dans l'enfance, parce qu'on a une génétique familiale aussi qui nous prédisposerait à la dépression. Fait qu'on a si on pourrait dire, un terreau fertile, puis ensuite, les événements stresseurs de notre vie peuvent s'accumuler, puis là, à un moment donné, ça va déborder, puis là, on va se retrouver en dépression. Okay. Il y a des gens pour qui ça arrive assez vite, que ça peut arriver en l'espace d'une semaine, 2 semaines, puis paf, on se retrouve en dépression. Il y en a d'autres pour qui ça va être une accumulation de plusieurs mois, sinon plusieurs années. OK. Puis, tu parlais là, des causes de la dépression, tu parlais des causes biologiques, là, mais les hypothèses, disons, là, causales, là, Ben, dans les premières hypothèses, on s'est beaucoup attardé aux monoamines. Aux monoamines, on parle de sérotonine, de noradrénaline, de dopamine, dans les hypothèses de la dépression. Puis, nos médicaments ont été aussi basés sur ces hypothèses-là, qui ont des fondements là, quand même scientifiques. Fait que la plupart de nos antidépresseurs, il y en a une grande classe qui s'occupe principalement de la sérotonine, les ESRS. Ensuite, on a des médicaments qui s'occupent aussi plus sérotonine, noradrénaline. Puis ensuite, on s'est rendu compte que la dopamine aussi, la dopamine qui va être un facteur de motivation, mettons, des fois d'énergie, de drive, bien, qu'il y a des gens qui répondent pas à nos médicaments comme qui s'occupent juste de la sérotonine ou noradrénaline, sérotonine. Donc, il faut qu'on aille booster leur dopamine. OK. Fait qu'on a tu sais, au fil des années, il y a des médicaments qui se sont développés et qui s'adressent, qui vont s'occuper de ces 3 grands neurotransmetteurs-là. Okay. Mais ça, on sait que c'est une des bonnes hypothèses, mais on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres choses aussi, parce qu'il y a d'autres perturbations qu'on a constatées. Entre autres, qu'il
il y a vraiment des anomalies au niveau structural dans notre cerveau, chez les gens qui vont faire des dépressions récurrentes, entre autres au niveau de l'hypothalamus. OK. On sait également que l'axe hypothalamo... attends, là, je ne veux pas me tromper. Pendant que tu cherches ta référence plus précise, là, ces anomalies-là cérébrales, on les voit dans un type d'examen qui est spécifique, là. Oui, on peut les voir, on va aller des fois au SPECT scan. OK, mais est-ce qu'un patient pourrait passer, mettons, une résonance magnétique pour des migraines, par exemple, puis se faire dire, votre hypothalamus, là, vous rend sujet à faire des dépressions? Ouais, je pense pas que le radiologiste irait jusqu'à dire ça. Okay. C'est souvent quand on va chercher, puis c'est avec la recherche aussi, là, quand on cherche. Parce qu'il y a des anomalies du glucose aussi. Ça fait je faisais la pensée, des fois avec la démence, on voit, les radiologistes vont nous dire, on voit, il y a une atrophie qui est peut-être plus importante pour l'âge, ça pourrait être compatible avec une démence, mais tu sais, on s'avancerait pas avec une résonance magnétique pour autre chose. OK. Mais ce qu'on sait qu'il y a clairement des anomalies, puis qu'on pense aussi que la prise d'antidépresseurs, ça peut quand même ralentir ou stopper ces anomalies-là, entre autres. Mais est-ce que ça ouvrirait la porte à la prise d'une médication préventive, par exemple? Mes parents ont fait des dépressions, je suis considéré à risque ou... En prévention, peut-être pas, mais on sait, si vous faites un premier épisode dépressif, là, le risque d'en faire un deuxième et un troisième est très élevé. OK. Dans nos guidelines, on se dit, vous faites un premier épisode dépressif, ben là, on va traiter 1 an. OK. Puis, vous faites un deuxième épisode dépressif, là, on va augmenter le temps. On va dire, on pourrait traiter jusqu'à 3 ans. Puis, si vous faites un troisième épisode dépressif, parce qu'on sait que le taux de rechute est près de 97%, ou c'est très, très élevé, ben là, on va dire, c'est soit 5 ans, même à vie. Okay. Les patients, c'est clairement, on dit, on va vous traiter à vie parce que votre risque de rechute est trop élevé, avec toutes les conséquences, parce que plus on fait des dépressions, plus on a des conséquences, plus les épisodes sont sévères, plus les épisodes sont difficiles à traiter. Puis on peut rester avec des séquelles cognitives à long terme. OK. Puis je sais pas si tu te rappelles, là, dans notre cours de médecine, si on avait un tableau là, qui nous montrait aussi des dépressions majeures, ça pouvait avoir l'air à des pseudo-démences chez les personnes âgées. Des fois, ça peut être même difficile de différencier est-ce qu'on a affaire à quelqu'un qui développe une démence ou on a un épisode dépressif majeur avec des séquelles cognitives, avec des troubles cognitifs. OK. Fait que c'est pas banal de souffrir d'une dépression, puis les gens qui en souffrent, ben, ils sont souffrants, là. Ben oui, c'est ça. Puis il y a des pertes dans toutes les sphères de leur vie au niveau affectif, relationnel, parce que quand on est déprimé, on s'isole, on a moins le goût d'être avec les gens, on a moins le goût d'être en relation. Ça affecte notre libido. Mm-hmm. Être en dépression, ça a un impact financier. Mm-hmm. On se retrouve en arrêt de travail. On est moins productif. On a moins le goût, c'est de mener à bien d'autres projets qui pourraient avoir un impact positif, là. Ça a des impacts, des fois, sur notre santé physique, parce qu'on peut négliger notre qualité de vie, on s'entraîne plus, on mange moins bien, on dort moins bien. On sait que c'est associé. Il y a une hypothèse aussi dans la dépression au niveau inflammatoire. OK. Parce qu'on sait que c'est associé à d'autres pathologies inflammatoires, entre autres, mettons, maladie de Crohn, fait le diabète. Fait que ça peut... Bon, c'est l'œuf ou la poule, mais est-ce qu'on a une dépression, nos autres conditions physiques se détériorent, ou parce qu'on a une condition physique, on peut développer une dépression, parce que ça aussi, ça arrive. Hein. C'est dans les facteurs de risque de souffrir d'une maladie chronique pour développer une dépression. Quelle est l'évolution naturelle d'une dépression majeure non traitée? Un patient qui vivrait seul, un ermite, isolé, par exemple, ou un solitaire là, qui n'a pas besoin de ressources extérieures. Là. Il y a de la nourriture chez lui en quantité suffisante, a accès à de l'eau, là, l'électricité. Donc, il se passe quoi avec une personne comme ça? Bien, ce qu'on voit, des fois, quand on questionne nos patients, c'est que des fois, les premiers épisodes dépressifs qu'ils ont fait à l'adolescence ou jeune adulte,
ils reconnaissent ces critères, puis nous disent, ben, ça a fini par passer, tu sais. OK. S'il pourrait avoir une amélioration qui se ferait comme toute seule, là, avec le temps, les semaines, les mois. OK. Mais quand les gens sont pas traités, ce qu'on voit, oui, ils peuvent s'améliorer, mais ils peuvent rester aussi avec des séquelles. Donc, ils vont pas retrouver leur niveau de fonctionnement antérieur. OK. Moi, tu sais, quand il y a 90, quand j'ai commencé ma psychiatrie, ma médecine, tu sais, les critères de rétablissement ont changé avec les années. Tu sais, on disait, on va traiter les symptômes. Donc, notre but avec nos antidépresseurs, c'est que les patients s'améliorent puis qu'ils soient mieux. Maintenant, on a vraiment un but de rétablissement puis de récupération, que les gens reviennent comme avant, qu'on essaye de les traiter pour qu'ils retrouvent leur niveau fonctionnel puis leur niveau de bien-être d'avant la dépression. OK. C'est pas toujours facile. C'est vraiment pas toujours facile parce que les antidépresseurs, les médicaments qu'on a, si on parle juste pharmaco, ben c'est peut-être des fois on a la règle d'un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers qui peuvent bien récupérer, un tiers qui vont, oui, répondre au traitement, mais avec des séquelles, puis on a, mettons, 25 à 30% des gens qui, avec le premier antidépresseur, ça marchera pas, puis il va falloir qu'on fasse plusieurs autres essais pharmaco, avant d'arriver à une bonne réponse. Parle-moi donc des déterminants sociaux de la dépression, là, ou environnementaux, là. On a souvent l'image du patient, peut-être dans certaines conditions, dans certains pays, qui va lutter là, quotidiennement pour obtenir les choses essentielles à la vie, comme de la nourriture et de l'eau. Là, est-ce que ces patients-là peuvent faire des dépressions ou sont dans un niveau de survie tel que ce n'est même pas possible? Ben, tu sais, la dépression, bon, je pense que c'est plus fréquent. En fait, aux États-Unis, je pense que c'est 20% des gens vont faire une dépression. C'est très, très fréquent. Il y a d'autres pays où c'est beaucoup moins fréquent. Pour différents facteurs. Est-ce que la question de la survie va faire en sorte que on est moins, pas qu'on est, on serait moins à risque de faire une dépression? C'est une bonne question. Je suis pas certaine, mais je pense pas que ça protège, mais ça protège pas complètement parce que les stresseurs chroniques, c'est entre autres des facteurs de risque pour la dépression. Puis tu sais, on sait que les autres facteurs de risque, je pense que tout ce que les gens vivent très jeunes, les deuils, la maltraitance, les viols, la négligence, c'est des facteurs de risque importants pour développer un épisode dépressif plus tard. OK. Il y a une association assez élevée aussi des symptômes dépressifs avec la consommation. OK. La consommation d'alcool, de drogue. Si on le voit assez fréquemment. Il n'y a pas juste dans les symptômes de sevrage, mais à moyen et long terme, on sait que la consommation de substances, c'est un facteur de risque. Tous les facteurs tous les stresseurs on va vivre dans notre vie, si on a particulièrement si on a une accumulation de stresseurs, là, on tombe malade, notre maison passe au feu, on perd notre job, c'est des facteurs de risque majeurs pour faire un épisode dépressif. Notre génétique, tout à l'heure, j'ai parlé de l'interaction gène-environnement aussi, parce qu'on n'a pas découvert le gène de la dépression, mais on a découvert plusieurs anomalies qui peuvent avoir un impact sur plusieurs composantes du cerveau qui vont jouer sur la sérotonine, on parlait de la dopamine, aussi le brain derived neurotrophic factor, qui est un autre facteur qui va jouer dans la survie et la maturation des cellules. Fait que si on a une déficience là-dedans, ça peut contribuer à la dépression. On a aussi cherché des médicaments pour augmenter on appelle ça le BDNF, là, pour essayer d'augmenter pour voir si ça pourrait pas contribuer à améliorer la dépression. OK. Est-ce tu parlais là, de peut-être les problèmes dépressifs peut-être plus fréquents dans nos sociétés, là. Est-ce qu'il y a un lien entre le statut social ou le niveau d'éducation et les risques de faire une dépression? Oui.
En général, là, les troubles mentaux sont plus fréquents dans des gens qui ont des conditions de vie plus difficiles. Donc, ça peut avoir un lien avec l'éducation, les facteurs économiques, effectivement. Ça peut jouer, mais la dépression, quand même, peut affecter des gens de toute classe, de tout niveau économique. Puis, tu sais, on le voit, je pense qu'on le voit en médecine. Je te dirais qu'en médecine, on est peut-être plus à risque au burn-out, là. Okay. Mais la dépression, on pourrait dire, ça peut attaquer n'importe qui, ça peut toucher n'importe qui. Sauf que si on vit dans des moins bonnes conditions de vie, puis on a moins accès aux soins de santé ou à une bonne alimentation ou à un support social aussi, parce que l'isolement social, c'est un facteur quand même fréquent dans la dépression. Oui, ça a un impact. Dis-moi, le terme mélancolie, est-ce que ça existe en psychiatrie ou c'est plus c'est plus littéraire ou... Non, c'est un des critères même de dépression majeure. C'est quoi la mélancolie, disons, pour une psychiatre? Pour une psychiatre, la mélancolie, mais souvent c'est drôle que tu me dis ça, mais la mélancolie, c'est souvent associé quand même à une dépression qui va être sévère. OK. Il va avoir des critères là plus donc caractéristiques, donc de tristesse, d'anédonie sévère, aussi de variation durant la journée. Juste pour nos auditeurs. L'anédonie, c'est la perte de plaisir, ça peut être la perte d'intérêt, mais c'est donc la mélancolie. Quand on a une dépression mélancolique, comme psychiatre, on se dit oui, c'est une dépression qui va être sévère. Qui va être associé aussi avec des idées suicidaires, qui peut aussi être pire le matin, mais s'améliorer ensuite dans la soirée. Okay. Fait que, oui, ça existe, puis c'est un terme qui est présent, qui est là depuis longtemps, dans les premiers. Depuis toujours, oui. On va prendre une courte pause et on revient avec Dr. Marie-Frédérique Allard, psychiatre. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com. bonjour@gomouton.com. L'univers du podcast t'attend. Marie-Frédérique, je t'ai soumis là, pour discussion un article qui vient d'Arabie Saoudite, qui est une étude avec une méthodologie quand même assez complexe pour moi, mais que je mettrai sur le site web du balado pour les gens que ça intéresse, mais sans entrer dans nécessairement les détails de la méthodologie. D'abord, on parle des coûts énormes associés à la dépression aux États-Unis. Pour donner une idée, là, on parle de coûts globaux. Là, quand tu parlais des effets de la dépression sur les autres problèmes de santé et vice-versa, des coûts de 172 milliards là, dans les années 2010. Donc, si on divisait par 10 au Canada, on parlerait peut-être de 18-20 milliards par année de coûts associés à la prise en charge des gens avec un problème de dépression et avec d'autres problèmes de santé connexes, parce que comme tu y as fait allusion, une fois que le patient est déprimé, il y a d'autres impacts sur sa santé. Là. Donc, tu parlais de l'alimentation, les habitudes peut-être tabagisme, alcool ou autre. Là. Mais bref, là où l'étude était venue me chercher, c'est que les auteurs venaient à la conclusion que, ultimement, les antidépresseurs n'avaient pas vraiment d'effet à long terme sur la qualité de vie des patients. Donc, c'est pour ça que je pense ça pourrait faire l'objet d'un débat dans vos colloques. J'imagine que ça va venir, mais ta première impression, là, quand tu vois une littérature comme ça doit être confrontant quand même comme thérapeute ou... Puis en même temps, tu sais, je me dis,
La dépression, ça peut être une maladie récurrente. Okay. Les gens, on parlait tout à l'heure du taux de récurrence qui est très élevé. Puis on sait aussi que plus si on fait plusieurs épisodes, plus ça va être difficile à traiter. Des fois, ça va nous amener à augmenter les doses. Il y a des effets secondaires à la médication qui altèrent la qualité de vie. Là, Je pense, mettons, l'effet secondaire sexuel. Prendre un ISRS, un antidépresseur, souvent, ça joue sur la libido, sur des fois les capacités d'érection, sur l'orgasme. Fait qu'en partant, on joue sur notre qualité de vie. Okay, ouais. Ça joue... là, je fais juste parler des effets secondaires, mais il y a plusieurs antidépresseurs. Les gens vont prendre du poids. Exact. Ça peut avoir aussi tout sur l'image corporelle. Si on prend du poids, puis ça nous amène à faire un diabète ou à moins bien contrôler notre diabète ou avoir une dyslipidémie, être moins capable de bouger, avoir un impact sur nos articulations parce qu'on est plus pesant, puis là, on se met à faire de l'ostéoporose. Je pense que ça peut débouler en cascade. Fait que ça, je pensais juste aux effets secondaires. Je pouvais comprendre que oui, ça peut avoir un impact sur la qualité de vie à long terme. Je dirais que cette étude-là, quand je la lisais, j'avais beaucoup de questionnements parce que, oui, la méthodologie, puis je suis loin d'être une spécialiste en stats puis en méthodologie, fait que aussi, il y avait des parties que j'avais plus de misère à critiquer, mais je me disais, on sait pas, ils ont pris des diagnostics de dépression selon... Dans des bases de données, évidemment. Là, dans des bases de données avec des codes. Mettons, la dépression, nous autres, dans le DSM, c'est 2,96, mettons, 2,3, 0,5, Puis, c'est que là, on sait pas ce que c'était le premier épisode, le deuxième épisode, le troisième épisode. On ne parle pas non plus de comorbidité. Comorbidité, ça veut dire c'est toutes les maladies qui sont associées à la dépression. Parce que on sait que la dépression et les troubles anxieux, c'est frères et sœurs. Là. Si on a une dépression, il faut chercher un trouble anxieux. Si on a un trouble anxieux, il faut chercher une dépression. Fait que, puis si on a un trouble dépressif majeur associé à de l'anxiété, c'est plus difficile à traiter, puis l'impact sur le fonctionnement va être plus élevé. Okay. On parle aussi de comorbidité avec tout ce qui est les troubles de l'usage de l'alcool, des drogues. Puis si on a un problème de consommation associé à notre dépression, notre médication est moins efficace. C'est clair que ça a un impact sur notre qualité de vie, sur nos relations interpersonnelles, sur notre façon de travailler, tout ça. Si on a une dépression associée à un trouble de personnalité, parce que si on souffre d'un trouble de personnalité limite, on a bien plus de risques de faire une dépression dans notre vie parce que souvent on a vécu des difficultés dans notre vie, dans l'enfance, des abus, de la négligence. On va avoir beaucoup plus de difficultés dans nos relations interpersonnelles, ce qui nous met plus à risque de faire une dépression. Fait qu'en partant de là, avoir un trouble de personnalité, ça affecte notre fonctionnement. Fait que dans cette étude-là, juste pour te donner un exemple, je me disais, mais c'est quoi les autres pathologies ou les autres maladies qui sont associées à la dépression, qui peuvent avoir un impact sur le fonctionnement? Si on a des problèmes de santé physique aussi, si on a des douleurs chroniques, une autre maladie chronique, oui, ça a un impact sur notre fonctionnement, notre qualité de vie. Fait que tu vois, moi, je voyais certaines limitations. Je me suis posé beaucoup de questions en lisant cette étude-là. Mais c'est évidemment confrontant parce qu'on donne des antidépresseurs, on en donne beaucoup. Et pas juste pour la dépression, on en donne pour l'anxiété, on en donne pour les douleurs chroniques. On peut en donner aussi, certains antidépresseurs, on les donne pour favoriser le sommeil. Ouais. Je pense à la trazodone, à la mirtazapine. Fait qu'on donne des antidépresseurs pour plein de pathologies, pas juste pour la dépression majeure. Des fois, on en donne aussi pour le TDAH. OK. Pour les gens qui... c'est confondant parce que c'est probablement dans les médicaments avec les benzodiazépines qui sont les plus prescrits au monde. Donc, puis si on se dit, finalement, au bout du compte, on n'améliore pas tant la qualité de vie que ça de nos patients, qu'est-ce qu'il faut réviser? Faut-tu réviser nos plans de traitement? Est-ce qu'il faut... Moi, je crois beaucoup à la psychothérapie. C'est clair que quelqu'un qui fait un épisode dépressif majeur, OK, la pilule, ça aide. Mais moi, je dis toujours, ça peut vous aider à vous sortir du trou, là, mais ça va pas régler tous les problèmes autour. Fait qu'il faut entreprendre une psychothérapie ou du moins aller voir c'est quoi les changements dans notre vie qu'on peut faire. C'est au travail, si c'est dans notre relation avec notre amoureux, notre amoureuse, avec nos parents, avec nos enfants. Parce qu'on sait que
ce qui est le plus efficace pour traiter la dépression, c'est la combinaison des deux, la psychothérapie et la pharmacothérapie. OK. Puis on sait que dans les dépressions, mettons, légères à modérées, la psychothérapie va probablement être aussi efficace que l'antidépresseur. OK. J'aimerais t'entendre sur les ECT ou les électrochocs. Est-ce que c'est encore utilisé, utile? Oui, c'est très utile, très efficace. Oui, il y a des effets. Puis ça a beaucoup changé. Toi, en tant que chirurgien, tu vois comment ça se passe dans le bloc opératoire, mais maintenant, parce que les ECT, on les donne soit dans des milieux, des fois au bloc, des fois en salle de réveil, mais la plupart du temps au bloc. Mm-hmm. Puis les anesthésies sont maintenant de plus en plus courtes. C'est ça. Parce que nos ECT sont efficaces. Okay. Et pour sortir quelqu'un d'une dépression profonde avec des idées suicidaires, là, c'est probablement le meilleur traitement qu'on a. Fait que c'est un traitement. Puis il y a des patients qui ne répondent plus aux médicaments ou qui ont trop d'effets secondaires ou que pour X raisons, mais il y a des gens qu'on ne peut traiter qu'avec les électrochocs. OK. Je t'en parle parce que lorsqu'on travaillait ensemble à l'hôpital Sainte-Croix de Drummondville, régulièrement au programme opératoire, il y avait des séances là, de CT. Ouais. Et puis on entendait dire que ça fonctionnait très bien. Puis en fait, la réflexion qu'on se faisait, c'est que nous, comme professionnels de la santé, si on faisait une dépression, ce serait peut-être notre traitement de premier choix en raison de son efficacité. Oui. Mais est-ce que tu l'offres en première ligne parfois ou... On l'offre pas en première ligne. C'est sûr que c'est souvent réservé à des gens. Bon, ça dépendrait. Ça pourrait être le choix d'un patient. C'est le patient de demande. Oui, patient qui demande. J'ai déjà eu une dame, une patiente qui était enceinte et qui ne voulait pas prendre de médicaments pour son bébé. Puis on sait que les ECT, c'est quand même sécuritaire pendant la grossesse. Okay. Puis il fallait quand même qu'on agisse rapidement. Puis on est allé avec ça en premier. Premier choix. Puis elle avait un aussi, cette dame-là, très sévère, puis elle mangeait plus. Puis ça a bien fonctionné. Et on parlait des tabous associés à la dépression. Puis là, l'électrochoc, ça, on va vraiment aussi là, direct dans le cœur du problème. Oui, dans les tabous. Oui, puis oui, il y a des effets secondaires, là, tu sais, puis l'autre fois, je pense qu'il y a un recours collectif pour les ECT, puis j'entendais parler de ça, tu sais, oui, il y a des problèmes au niveau de la cognition puis de la mémoire, c'est vrai. Mais on peut des fois positionner nos électrodes pour essayer de minimiser cet effet secondaire-là. Puis on a d'autres traitements maintenant, comme la RTMS, qui est la stimulation magnétique transcrânienne, qui se fait sans anesthésie. Où nous, dans notre établissement, on le donne, puis ça quand même, tu sais, c'est une de mes collègues là, qui a milité, c'est la fondation qu'on a fini par avoir cette machine-là qui coûte quand même assez cher puis qui demande un setup, mais qui fonctionne bien, qui peut être une autre alternative. On a la kétamine. Ouais. La kétamine, qui est donnée soit par voie intraveineuse ou par voie intranasale, qui est vraiment un traitement là, qu'on veut. Je pense qu'on veut que ça soit à plus grande échelle, l'offrir à plus de patients parce que ça a un effet quand même très rapide pour sortir quelqu'un de la dépression. C'est un vieux médicament. Bon. C'est un vieux médicament qui n'est pas utilisé aux mêmes doses qu'on utilise en anesthésie, mais qui reste, qui a été découvert, qui a son efficacité. Là, on parle de psilocybine aussi, là, qui pourrait être un autre médicament de l'avenir, là, qui aurait un peu un usage un peu comme la kétamine. Fait qu'on a d'autres options que il y a la médication, les ECT, mais on a la RTMS, kétamine, psilocybine qui s'en vient. Sans faire la promotion des drogues de rue, là, mais est-ce qu'il y a certains produits là, en vente sur le marché noir, je pense aux champignons hallucinogènes, d'autres drogues ancestrales, est-ce que certaines ont un effet potentiellement positif sur la dépression? Ben, en fait, c'est comme la psilocybine, là, c'est les champignons. C'est une drogue de rue. Le LSD aussi, on parle de la kétamine, c'est une drogue de rue, hein, c'est la spécial cas, c'est une drogue qui a quand même un effet dissociatif. C'est ça, ouais. Fait que oui, c'est utilisé, puis ça a été un peu découvert comme ça, puis c'est clair qu'on a plein de patients qui vont prendre, mettons, qui vont s'auto-traiter, tu sais, parce que... Ils se connaissent, j'imagine. Ouais, puis ils vont essayer les drogues de rue ou l'alcool. Ben oui, l'alcool, ça calme l'anxiété, mais après ça, c'est un dépresseur. Fait que si vous augmentez votre dépression puis vous redevenez plus anxieux, mais il y a quand même des gens qui, tu sais, temporairement ou des fois plus long terme, ils vont prendre des drogues ou de l'alcool pour essayer de se sortir d'un épisode dépressif. Mais ce n'est pas recommandé. Ouais, c'est ça. Non, ce n'est pas recommandé, puis un crash de cocaïne, c'est la dépression, hein, parce que là, on a un gros bout, en prenant de la cocaïne, on a un gros bout de dopamine et de plein de neurotransmetteurs. Mais quand on arrête,
on tombe vraiment profond. Là. Les sevrages là, sont pénibles. On pourrait faire un épisode complet sur le prochain sujet, mais on a parlé un peu du burn-out chez les médecins. Ouais. Si je te demandais un chiffre, là, quelle est l'ampleur de ce problème-là en pourcentage selon toi là, dans le moment? C'est dur, là, mais moi j'ai un chiffre en tête, là, j'ai hâte de voir ce que tu vas me dire. Je sais pas. J'avais comme des données un peu américaines, mais ce que je sais, c'est que, bon, avec le PAMQ, les demandes ont quand même explosé, surtout avec la pandémie. Ça a été... Puis, tu sais, on sait que les médecins ont un risque suicidaire, puis particulièrement les femmes, un risque suicidaire beaucoup plus élevé que la population générale, tu sais. OK. Mais je vais être intéressée par ton chiffre. Non, moi, j'avais l'impression que peut-être jusqu'à 50% du corps médical était juste sur le bord ou avait certains symptômes d'épuisement professionnel. Ben, il y a clairement d'épuisement. Puis, tu sais, on élargit là, à l'ensemble là, des soignants. Là. Okay. C'est très élevé. C'est très élevé. C'est ça. Au Québec, on a on a plus que deux, mais on a plusieurs, des psychiatres, des médecins de famille qui se sont grandement intéressés à la santé des soignants. Okay. Je pense à une de mes collègues, Claire Gamage, docteur Sandra Roman, qui ont écrit, qui forment des gens, qui donnent des ateliers parce que les gens ont besoin d'aide, surtout depuis la pandémie. OK. Donc, c'est très intéressant, mais on aura sûrement l'occasion d'y revenir là, concernant la santé ou l'épuisement professionnel chez les médecins, puis parce que ça touche un paquet d'autres enjeux, donc on aura l'occasion d'y revenir. Avant de conclure, Marie-Frédérique, j'aimerais t'entendre sur, peut-être en quelques minutes, là, les obligations légales du médecin psychiatre ou du médecin en général face à un patient qui est dangereux pour lui ou pour autrui. Là. Donc, soit le patient qui est avec toi qui dit qu'en sortant de ton bureau, il va aller s'enlever la vie ou poser un geste regrettable par un homicide ou autre. Donc, comment est-ce que tu gères ça, là? Oui. Ben, en fait, c'est la loi, la P38. On entend souvent parler de cette loi-là. Puis c'est une loi qui nous permet, si on a, mettons, une personne qui représente un danger grave et immédiat pour sa sécurité ou celle d'autrui, cette loi-là nous permet d'amener la personne à l'hôpital. Donc, via les policiers. On peut aussi s'adresser à la cour pour demander ce qu'on appelle une garde provisoire. Mais ça demande une dangerosité. Ça n'a pas besoin d'être grave et immédiat. Bon, ça nous permet d'amener quelqu'un à l'hôpital. Une fois que la personne est à l'hôpital, souvent elle va passer par l'urgence. Puis si l'urgentologue ou le médecin de famille qui voit la personne peut mettre une personne, ce qu'on appelle en garde préventive, pour une période de 72 heures, s'il considère que cette personne-là présente un danger grave et immédiat, pour elle-même ou pour autrui. Puis ensuite, souvent, ça passe par l'urgence, puis c'est là que le psychiatre va entrer en jeu, parce que une fois que la personne est en garde préventive, il va avoir une consultation en psychiatrie, puis là, le psychiatre va aller évaluer. Maintenant, là, il y a eu, dans les dernières années, le ministère a descendu des directives, parce que il y a eu une décision assez importante où je pense que l'ensemble du corps médical, les psychiatres, on s'est fait taper ses doigts, dire il faut respecter des délais. Parce que on brime, tu sais, de garder quelqu'un contre son gré, on brime quelqu'un vraiment d'un droit fondamental. Fait qu'il faut qu'on a des délais très, très stricts à respecter. Fait que le ministère a descendu dans tous les hôpitaux, dans tous les établissements du Québec, des consignes. On a vraiment une démarche à suivre avec des formulaires à remplir. C'est assez lourd comme démarche, mais c'est important parce qu'il faut qu'on respecte les droits des patients. Fait que maintenant, on va souvent demander une garde provisoire. Ça veut dire qu'on va s'adresser à la Cour du Québec pour dire autorisez le médecin à examiner le patient, parce que soit le patient est inapte à consentir à l'examen, ou bien soit le patient refuse l'examen. Fait qu'on va s'adresser une première fois pour une garde provisoire. Fait que là, la Cour nous autorise si le juge considère que le patient représente un danger. Puis ensuite, on va pouvoir procéder à 2 examens psychiatriques pour déterminer la dangerosité. Si les 2 psychiatres concluent que le patient, représente soit une dangerosité pour autrui ou pour lui-même, ben là, il va recommander une garde en établissement pour une période, ça peut être de 7 jours, de 21 jours, de 30 jours. Mais il faut que c'est toujours le tribunal qui ordonne ça, qui décide.
un des problèmes qui arrive, c'est que les tribunaux, des fois, vont pas considérer que la personne est dangereuse. Fait qu'ils peuvent dire, j'autorise pas la garde. Fait que le patient peut alors quitter. OK. Mais le patient qui est dans ton bureau, là, puis qui te dit, là, moi, en sortant d'ici, je me tue ou je vais tuer ma femme, puis là, il part, là, tu sais. Tu appelles la police, c'est ça? Oui, j'appelle la police. Je vais dire, oui, j'ai besoin d'une garde préventive. Okay. Si je suis capable, s'il ne part pas, je vais le mettre en garde préventive, je vais lui dire, vous pouvez pas partir, mais si, supposons, il sauve, là, je vais appeler les policiers, puis je vais utiliser la P38 en disant, là, j'ai quelqu'un que je considère dangereux pour lui-même puis autrui, puis j'ai besoin, il faut qu'il soit amené à l'hôpital. Ton expérience, est-ce que les policiers agissent promptement dans des cas comme ça, ou... Ça dépend de ce qu'on va leur dire. Ça dépend de ce que tu leur dis, OK. Ça dépend de la situation, et je vous dirais que des fois... il est arrivé quelque chose d'assez dramatique. Là. On a entendu parler dans la région de Québec. Exact. Il y a un homme qui est allé chez son voisin. Et là, il y avait eu une demande. Selon ce que l'on sait. C'est ça. Ce que l'on sait. C'est qu'on pense que la famille a appelé pour dire c'est important d'appeler là. Il y a eu un certain délai. C'est ça. Puis entre-temps, l'enquête est en cours. Oui, c'est ça. Mais c'est vraiment tragique là, comme événement. Merci. Par chance, la majorité du temps, c'est pas ça. Là. Ouais. Merci beaucoup. Alors, tu soulèves beaucoup de questions, donc je vais te réinviter plus tard, après les vacances. Dis-moi, alors, c'est un privilège pour toi d'être ici une deuxième fois parce que tu as encore droit à la section baguette magique. Alors, je te laisserai changer là, en conclusion une chose dans le système de santé, mais concernant la santé mentale. Là. Instantanément. Je vais être très constante, je vais encore parler d'accessibilité. Parfait. Parce que ça reste... Ça n'arrête jamais. Je pense le nerf de la guerre. Moi, je pense que c'est tellement important que les gens aient accès à des soins. C'est ça. Puis, t'avais comme ton choix de personnes dans le monde que tu aimerais rencontrer, là. Ce serait ton deuxième choix, finalement, là. Ah oui, mais là, j'ai réfléchi beaucoup, là, mais finalement, j'ai choisi Freud. Ah, OK. Qui reste quand même... c'est pas original, mais en même temps, je suis pas une psychanalyste, mais je pense que ça reste beaucoup le père de la psychiatrie. Puis j'aurais quand même plein des questions à y poser, voir comment il a abouti à ces théories, ça a été quoi ses observations. Puis mon surnom... Aurais-tu peur de le décevoir au point de vue intellectuel ou scientifique ou... je me dirais... il m'impressionnera pas. Ouais. Peut-être, je serais certainement impressionnée. Intimidée, non, mais je pourrais lui montrer que plusieurs années, des centaines d'années plus tard, où on en est rendu dans la psychiatrie moderne. Ah écoute, c'est un excellent choix. Donc, tu peux commencer à réfléchir tout de suite à ton troisième choix pour notre prochaine rencontre. Je pense que je vais aller vers un musicien à ce moment-là. Écoute, tu auras tout le loisir d'y penser. J'ai 6 mois pour y penser. Alors, ça complète notre entretien de ce soir. C'est très gentil. Donc, merci au Dr Marie-Frédérique Allard, qui est psychiatre spécialisée en psychiatrie légale au C3S de l'énergie. Marie-Frédérique, merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ça a été très apprécié. Puis, au plaisir peut-être d'une prochaine rencontre. J'espère. Merci. Ceci complète l'épisode d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous invite à visiter le site web du balado qui est www.baladosanté.ca au BALADOSANTE.ca. Sur le site web, vous trouverez une foule d'informations sur les épisodes antérieurs. Vous pourrez vous abonner au site web. Vous pourrez également m'envoyer des commentaires ou me suggérer un ou une invitée. Je vous invite également à découvrir la page Facebook du balado. Et finalement, je fais un appel aux commanditaires qui aimeraient s'associer à cette activité. En attendant, je suis Jean-Pierre Gagné et vous avez écouté La santé au-delà des mots. À bientôt.